Bonjour à toutes et à tous. Donc là on est la Palosphère. Je présenterai un petit peu l'association à la fin de la conférence. Et aujourd'hui ce qu'on vous propose c'est de faire un quiz sur les Pokémon inspirés d'animaux disparus. Il y aura des lots à gagner en fonction des bonnes réponses. Donc ce sera le premier qui lève la main et qui a la bonne réponse qui aura le lot. Donc n'hésitez pas à bien lever la main pour qu'on vous voit assez rapidement. On va peut-être juste se présenter rapidement. Donc moi je suis. Donc mon vrai prénom c'est Steven, mais mon pseudo c'est Karchen aussi. Je suis youtubeur et je suis médiateur scientifique. Donc j'ai fait mon mémoire de recherche sur utiliser la fiction pour transmettre du savoir scientifique, notamment Pokémon. Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Et je vais laisser mes compères se présenter aussi. Bonjour, enchanté. Moi je m'appelle Edouard. Ma chaîne c'est Edouard Dino pour peu d'originalité. Pourquoi Edouard Dino? J'adore les dinosaures à la base, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu dans la paléosphère, mais c'est pas du tout mon métier. Mais c'est vraiment par passion que j'ai choisi d'être là. Moi je suis un peu spécifique, je fais des figurines articulées en matériaux de récupération et avec ça je fais des films d'animation. Avec ça je fais de la vulgarisation, ça m'arrive même récemment on m'a demandé de faire un clip de musique. Donc pourquoi pas, mais voilà, c'est un petit peu tout pour moi. L'innovateur du coup sur les réseaux. À la base j'ai un diplôme de master en paléontologie, donc je suis paléontologue et je suis spécialisé dans les fossiles de l'Anjou, du Maine-et-Loire, donc je viens de l'Ouest et je suis dans l'Est. Ça change beaucoup. Et du coup je fais des vidéos aussi sur YouTube et TikTok et sur principalement le mégalodon, d'où la dent de requin mastoc qui est sur mon logo. Et donc je critique un petit peu les films, les documentaires sur la paléontologie aussi. C'est au moment de célébrité, on en profite un peu. Voilà. On va pouvoir commencer du coup. Oui, il faut peut-être préciser pour les lots, pour la question, qu'en fait on a d'abord le jeu d'ombre, oui, et ensuite on a le choix, le multi-choix, et c'est au multi-choix que vous allez pouvoir gagner les lots. Et pour l'ombre, s'il y en a un seul qui répond Pikachu, on appelle la sécurité. It's Pikachu. Nous on descend nous-mêmes, mais bon, voilà. Et on peut commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Un peu plus fort? Oui. Ouais. Ouais. Merci Edouard. Alors, commençons. Moi qui ça. Quel est ce Pokémon? Pikachu. Ok. Ouais. Amonista. Bonne réponse ici. C'est une bonne réponse, c'est bien Amonita. Amonita, c'est un Pokémon issu du fossile Nautil et qui évolue en Amonistar. Il est de type roche et eau. Et il a de type roche d'ailleurs, comme tous les Pokémon fossiles, presque quasiment tous. Tu vas aller trop vite. Ce qu'il y a d'intéressant avec Amonita, c'est de savoir de quoi il est inspiré. Alors, est-ce qu'il est inspiré de la pieuvre, du nautil, de l'ammonite, de l'escargot? Alors vous vous doutez bien que l'escargot n'est pas un carré blanc, c'est parce qu'il n'est pas là, mais j'imagine que vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas vu qui a levé la main parce qu'ils ont tous levé la main avant la fin des propositions. Je crois que c'était par là, mais... Ouais. Allez-y. Est-ce que c'est votre dernier mot? J'ai toujours voulu dire ça, hein, c'est tout. Alors Edouard, est-ce que c'est l'ammonite? Non. Ah, dommage. Bonne Si, réponse. c'est l'ammonite. C'est bien l'ammonite. Premier gagnant, de rien. Alors, pour la petite histoire, les ammonites, ce sont des organismes marins qui en fait ont une coquille en forme de... En fait, j'ai pas l'habitude en fait. Je crois que t'as le laser si tu veux. Ouais, d'accord. Ça, du coup, voilà, c'est l'ammonite. Alors, la forme de la coquille a donné au nom au dieu Ammon. Donc, voilà, on va expliquer. Ce sont des organismes marins, céphalopodes, donc, qui ressemblent un peu à des pieuvres, etc. C'est de la même famille. Mis à part que donc, eux, ils ont une coquille en spirale, enroulée. On remarque d'ailleurs que certaines ont des formes avec des petites pointes, etc. Comme Amonistar, justement, lorsque Amonita évolue. Important quand même la nuance entre les ammonites et les nautiles, c'est la forme de la coquille, en particulier surtout ici, où là le siphon est beaucoup, enfin les lobes du siphon sont beaucoup plus grands, et donc c'est une forme beaucoup plus particulière. C'est ça la nuance
on va dire, morphologique, donc d'apparence entre les leptides et les ammonites, même si la différence se situe il y a quelques millions d'années. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Du coup, ça veut dire que c'est pas le fossile nautile normalement. Exactement, ça devrait être le fossile ammonite. Il se pose une question, c'est pas Ouais, je ne sais pas. Alors, les ammonites, c'est comme les nautiles, ça nage de la même façon. Mais alors pourquoi Ammonita rampe sur le fond de l'océan? Exactement, j'allais le dire. C'est ce que je voulais lui laisser voilà, la phrase, évidemment. Effectivement, donc pourquoi Ammonita rampe sur le fond de l'océan? C'est parce que sur des anciennes illustrations, ici vous avez 1916 par exemple, on voit des ammonites ramper sur le fond de l'océan. Les ammonites, c'est des très vieux fossiles, enfin je veux dire, outre le fait qu'ils datent de plusieurs millions d'années, c'est des fossiles que l'on connaît depuis maintenant plusieurs siècles, maintenant, donc ça commence à dater, quoi. Je n'étais pas né. Alors, question suivante. Quel est ce Pokémon? Oui. C'est, voyons, c'est effectivement Anorith. Donc Anorith de la 3e génération de la région Owen à la base, qui est donc ramené à la vie à partir du fossile griffe et qui donnera en se métamorphosant, hein, c'est le nom classe normalement qu'on devrait utiliser, en Armaldo. Alors pour la suite, on attend d'avoir les 4 propositions pour lever la main, histoire qu'on ait le temps de vous voir lever la main. Je surveille, attention. Voilà, sinon on relâche des Pokémon sauvages sur vous. Alors, Anorith, c'est un trilobite, une langouste, un Bernard l'ermite ou un Anomalocaris. Oui. Un trilobite. Comment? Un trilobite. Ce n'est pas un trilobite, non. Anomalie. Ah, j'ai vu. Ouais, bah vas-y. Derrière. Comment? Anomalocaris? Il est compliqué le nom, je l'ai fait exprès. J'avoue. Effectivement, c'est Anomalocaris. Je m'en occupe bien entendu. Merci beaucoup. C'est bien Anomalocaris. Donc, son nom est assez long, assez bizarre. Ça veut dire simplement crevette étrange. Parce qu'à l'époque, on pensait que c'était une crevette. Et aujourd'hui, on sait que ce n'en est pas une. Donc, Anomalocaris. Donc on constate que Anomalocaris, il a été très bien respecté par rapport aux fossiles, donc vous avez une superbe reconstitution ici. D'abord, on a une bouche circulaire en position au niveau du ventre. On a des appendices préhensiles à l'avant, c'est-à-dire qu'il peut saisir ses proies grâce à ça. On a des yeux qu'on dit pédonculés, c'est-à-dire qu'ils sont sur un espèce de support, voilà, qu'on voit une espèce de, voilà, de petits supports ici comme ça, qui font qu'ils voient beaucoup mieux dans l'eau. On a une espèce de queue en éventail et on a également ce qu'on appelle les lobes latéraux abriqués, c'est le nom classe scientifique, mais c'est en gros ce qui sert de nageoire pour le fossile et pour le Pokémon. Également, donc Anorith évoluant, donc se métamorphosant en Armaldo, on constate qu'il passe du milieu marin pur au milieu terrestre avec ses jambes. C'est ce qu'on appelle la sortie des eaux des Pokémon insectes. On appelle ça plus classement, la terrestrialisation. Voilà. Bon, j'en parlerai pas plus parce que j'en ai parlé en vidéo sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez voir. Voilà, une vidéo complète sur la science avec les Pokémon avec le cas d'Anorith et Armaldo. Qui est très intéressante, ma foi, je dis pas ça parce que c'est ma vidéo. Mais en l'occurrence, si vous voulez en savoir plus sur Anorith et Armaldo, ben, je vous conseille d'aller voir. Subtil l'instant autopromo. C'est à moi maintenant. Donc oui, on n'a pas précisé, il y a 9, du coup on en a déjà fait 2, il y a 9 Pokémon à deviner. Et il y aura un moment où il y aura 2 cadeaux à gagner parce que ce sera plusieurs. On vous dira, vous inquiétez pas, on n'y est pas encore. Alors, quel est ce Pokémon? Ouais. Ah ben voilà, comme réponse. Comment tu dis? Loclas. Très bien, exactement. C'est Loclas, donc Pokémon de type Eau-glace de la première génération. Alors là, on est sorti des Pokémon fossiles, c'est pas du tout un Pokémon fossile, hein, mais on va voir de quoi il est inspiré. Alors Loclas, d'après vous, est-ce qu'il est inspiré de l'Archélone, donc une tortue disparue, de la licorne, de l'Ocapi ou du plésiosaure? Ouais. Le plésiosaure? Il a spoilé, attends, j'ai pas mis la réponse. Je prépare, c'est tout. Eh, c'est le plésiosaure, pas de règle. Ah bah voilà. Bonne réponse, c'est effectivement le plésiosaure.
Alors le plésiosaure, c'est un reptile marin qui a disparu et qui est quand même assez particulier, donc un corps quand même relativement petit par rapport à un long cou et une petite tête. C'est un peu ce qu'on trouve chez Loch Ness, sauf qu'il y a une différence, enfin deux grosses différences. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit les deux différences entre Loch Ness et le plésiosaure? Ouais. Il n'a pas de carapace. Très bien, donc pas de carapace. Première bonne réponse. Ouais. Et pas de sorte de cornes là. Alors c'est vrai, il y a les cornes et les oreilles. Bonne réponse. Il y en a une autre. Les nageoires. Les oreilles. Les oreilles, ouais. Et il y a autre chose, regardez, ouais. Exactement. Donc voilà, il y a deux particularités. Alors, je vais m'attarder d'abord sur le cou. Alors, en fait, si le plésiosaure faisait ce que fait Loch Ness, bah, normalement, il a le cou brisé. On sait que les plésiosaures ne pouvaient pas monter le cou comme ça. Donc Loch Ness, c'est un peu un animal à part entière. Et il y a une autre inspiration derrière ça, c'est le Loch Ness. Est-ce que vous connaissez tous le Loch Ness ici ou pas? Oui. Voilà, bon, c'est un petit lac en Écosse, enfin un petit lac, un grand lac en Écosse. Et Loch Ness est inspiré partiellement d'une légende qui est là-bas, qui est le monstre du Loch Ness. Donc le monstre du Loch Ness, voilà, vous avez une photo ici. Cette photo est un canular, hein. Il n'y a pas de monstre dans le Loch Ness, à part moi quand je me baigne, vite fait peut-être, à la rigueur. Mais il n'y a pas de preuve encore. Donc voilà, exactement. Donc Nessie qui est le nom du monstre du Loch Ness. Et si vous regardez, il y a quand même des similarités, notamment le cou redressé. C'est peut-être de là d'où vient cette particularité de Loch Ness. Et il y a autre chose, donc Loch Ness, il a ce type eau, ce qui est normal pour un animal marin, sauf qu'il a aussi le type glace. Et ça, j'ai un peu creusé pour savoir d'où ça pouvait venir. Et en fait, il y a une explication possible si le monstre du Loch Ness existait, c'est que ça serait un plésiosaure qui aurait été piégé dans la glace, et au fur et à mesure du temps, la glace aurait fondu, et il aurait retrouvé le Loch Ness. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a ce type glace. Mais c'est pas tout, car, comme vous l'avez dit, il a aussi ces espèces de petites oreilles et ces petites cornes, et ça, on a un petit peu discuté avec Velociraptor, et c'est potentiellement inspiré des proues des dracars, donc les dracars qui étaient les moyens de transport vikings, et on voit à peu près une similarité entre les deux. Je dis pas que voilà, c'est cette image qui l'a inspiré, mais c'est une explication possible. Mais, oui, pardon. Allez-y. Non, je pense que tu allais le dire, vas-y. Ah, bon. Dis-le quand même. C'était par rapport au fait que Loch Ness transportait les gens également en mer, Oui, comme les dracars. exactement. Il est nommé Pokémon Transport. On se complète bien tous les trois, vous avez vu, il y a une sorte d'alchimie qui se crée ici. Et autre chose, voilà, le design peut potentiellement aussi être inspiré du monstre du Loch Ness de La vie privée de Sherlock Holmes. Petit film tout à fait oubliable des années 70. Et pour la petite anecdote rapide, en fait, ils avaient oublié la maquette de Nessie dans le loch. Et il y en a qui ont dit avoir vu le monstre du Loch Ness. En fait, c'était juste la maquette qui était restée dans l'eau. Voilà. Donc, encore une explication pour le monstre du Loch Ness. Et la toute dernière, c'est, ça a été dit tout à l'heure, donc c'est la carapace. Et là, attention, rien d'officiel, c'est qu'une théorie. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Voyage au centre de la Terre de Jules Verne? Oui. En fait, il y a une gravure où on a un plésiosaure donc, qui affronte un ichthyosaure, donc, qui n'est pas bien représenté ici, c'est un autre reptile marin. Et si on regarde sur son dos, on peut voir qu'il y a des espèces de grosses écailles. Et c'est potentiellement ça qui aurait donné la carapace de Loch Ness. Je ne sais pas si ça, j'ai pas pu discuter avec le concepteur, mais je pense qu'il sera d'accord avec moi. Un livre qu'on vous conseille, Voyage au centre de la Terre, très facile à lire, très court, hein, pour Jules Verne, Exactement. et une pépite scientifique et historique pour justement l'histoire de la recherche, de la paléontologie et de la géologie. Donc on vous le conseille fortement. Dédicace Jules Verne. Je le regarde. Auteur français. Oui. Ouais. Arcapti. Exact, tout à fait. C'est pas Pikachu. Non, il arrive. Arcapti, Pokémon obtenu du fossile, plus un Pokémon fossile, qui évolue en Aéroptérix ou métamorphose pour éviter de trigger mon collègue. Un Pokémon fossile donc, qui a aussi le type roche. Bon alors, Arcapti, il a inspiré de quoi? Est-ce que ce serait Archéoptérix? Est-ce que ce serait le gypaète barbu? Est-ce que ce serait le dodo? Est-ce que ce serait la zinquée? C'est ici, ouais. Ici, Ouais. L'archéoptérix. Eh ben non. Ça
Ça va marcher 2-3 fois pour la Je pense que faut que je renouvelle mes blagues pour la prochaine. Alors, Archaeopteryx. Alors, pourquoi Archaeopti est inspiré d'Archaeopteryx? Alors, l'Archaeopteryx, il faut savoir, c'est un animal un peu particulier, on y reviendra. Vous avez ici le fossile à gauche, vous avez le crâne, là. Donc, on va comparer les similitudes. Déjà, il y a des ailes pourvues de plumes. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, on voit bien les grandes ailes. On voit bien sur l'écran, c'est bon. Ça va? C'est bon? Ouais, Ok. ok. Ah oui, en plus, il y en a pour l'écran ici, donc c'est bon. Attends, il y a. Ah bien, on va choisir de. Ensuite, les écailles. C'est un dinosaure, donc supposez que là où on ne voit pas de plumes, notamment par exemple, il y en avait. Les membres griffus, pourvus de griffes, on les voit ici, là et là. Évidemment la queue plumée en coupure, quoi. Sans oublier le bec, enfin, c'est pas un bec, c'est plutôt un museau pourvu de dents. Ça ressemble un peu à un bec, mais ça n'a rien à voir. Alors, Archaeopteryx, c'est un animal qui a permis à l'époque, évidemment c'est un terme un peu qu'on n'aime pas trop, mais qui a entre guillemets fait le chaînon manquant, ça fait mal de le dire, entre les dinosaures et les oiseaux. Et en fait, c'est d'ailleurs grâce à cet animal-là qu'on a réussi à montrer qu'en fait, les oiseaux sont des dinosaures. Alors si jamais vous voulez plus de détails, je vous invite à venir sur notre stand tout à l'heure. C'est de la promo, hein, d'ailleurs. Non, pas du tout. Cette vidéo est sponsorisée. Donc justement, c'est exactement le cas aussi avec Pokémon qui a un peu respecté ça avec tous les Pokémon oiseaux, et en haut vous voyez justement le Aeropteryx et Archaeopteryx. Ah oui, petite parenthèse, il faut savoir que Archaeopteryx, on connaît ses couleurs. Alors on invente souvent la couleur des dinosaures, mais Archaeopteryx, on sait qu'il était couvert de plumes très sombres, noires, bleutées. Et là on va se dire, ouais bon, Pokémon ils sont bien gentils, pourquoi ils ont fait ça? En fait c'est pas de leur faute, c'est sorti 2 ans après qu'ils l'ont fait. Après on passe vol. Ouais voilà, c'est ça, c'est que pour les griffes aux ailes, justement, il faut savoir que cet oiseau-là que j'avais mis à vendre, le nom m'échappe évidemment, il avait aussi des ailes sur les plumes. Le voisin UP, Ouais, mais je ne le retiendrai pas d'ici la fin. Qui le connaît? Évidemment. Ah oui, là si. Je vous connais, Bon, j'ai rien dit, c'est pas grave. Allez, je crois que j'ai parti. Alors, quel est ce Pokémon? Oui, Relicante. Relicante. C'est vrai? Moi j'aurais pu la Pikachu à ce moment-là. Ah, la sécurité. J'allais dire. Effectivement, c'est bien Relicante, donc de poisson. Pokémon poisson. Pokémon poisson de type eau-roche, qu'on retrouve à Owen, encore une fois, uniquement dans certaines zones en plongée sous-marine, et qui n'a pas d'évolution. RIP. Alors, Relicante est inspiré de un Cocostéus, poisson cuirassé disparu, un poisson-loup actuel, un Sélacanthe ou un Dunkleustes disparu également. Là-bas, j'ai vu. Un Sélacanthe. Ah ouais. C'est votre team bafouille? Vous êtes sûr? Cocosté. Ah oui, un Sélacanthe. Bravo. Effectivement, c'est bien un Sélacanthe sur l'image. Donc, Relicante, Sélacanthe, ça finit un peu pareil. Quoique, avec les noms de Pokémon, il faut se méfier, je pense. Il faut faire très attention. Donc, en quoi on voit que le design, encore une fois, a été très respecté pour ce Pokémon. On a exactement le même nombre de nageoires, on compte en dessous, là on en a bien 2 paires ici, plus une toute seule là. On a exactement la même chose là. Sur le haut, on a 2 nageoires, alors une qui est bien respectée, l'autre qui a été transformée en bouclier, qui a fusionné avec la tête, pourquoi pas. La queue également qui est symétrique, ce qui est assez peu commun pour les poissons quand même. Et enfin, pourquoi l'espèce de bouclier en pierre sur le Pokémon? En fait, la tête des Sélacanthes est un peu plus renforcée avec des écailles beaucoup plus ossifiées, et ce qui fait qu'on croit qu'il y a une espèce de bouclier au niveau de la tête. Alors son air un peu blasé, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il est vieux et il n'a pas d'évolution, ou peut-être parce que justement il vit uniquement dans les zones sous-marines de la région d'Owen, et que du coup, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, il n'a pas besoin de voir grand-chose. Alors j'aime bien parce que les Sélacanthes aujourd'hui, le Sélacanthe est considéré comme un fossile vivant entre guillemets,
Quand on me dit ça, je dis bah oui, d'accord, ok, le célacanthe, mais lequel célacanthe? Parce que les célacanthes existent depuis 410 millions d'années. Ça remonte à bien avant l'époque des dinosaures. Et il y a eu, comme vous pouvez voir, énormément de formes différentes. Alors là, j'ai mis seulement une petite dizaine d'espèces, c'est pas énorme. Il y en a eu plus d'une centaine. Et vous pouvez voir qu'aucun se ressemble parfaitement. Les nageoires, bon, grosso modo, c'est à peu près le même nombre, etc. Forcément, comparé à un singe et à un humain, on a beaucoup de ressemblances aussi, pourtant on n'est pas identiques pour autant. Donc ouais, quand on dit le célacanthe n'a pas évolué, ben si, vous voyez bien que les formes ont beaucoup changé. Et donc dans le monde de Pokémon, c'est forcément pareil. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de fossiles vivants, parce que fossile c'est mort, hein, déjà de base. Ça équivaudrait à dire que ça c'est un zombie. Bon, pourquoi pas. On va refaire le clip de Michael Jackson. Ah ouais. Et du coup, par contre, Reliquante, et pas Reliquante, Célacanthe est qualifié de ce qu'on appelle un taxon relique, un groupe relique. Parce qu'à une certaine époque dans le passé, on en trouvait un petit peu partout dans le monde, dans beaucoup d'environnements, jusque dans des rivières et des lacs, alors qu'aujourd'hui on les retrouve uniquement dans des zones restreintes de l'océan Indien, dans des zones profondes, de 400 mètres de profondeur, dans des grottes sous-marines. C'est une espèce deux espèces qui sont très discrètes et qui sont maintenant devenues très rudimentaires, très cloisonnées à certaines zones. Donc on passe d'une zone très étendue à quelque chose de pas du tout étendu. On appelle ça donc un taxon relique. Une relique, c'est quelque chose qui devient un petit peu rare. Voilà, d'où le nom reliquante, le mix parfait entre groupe relique et célacanthe. Et voilà. C'est à moi ça. Alors je vais vous parler de mon Pokémon fossile préféré, il n'y a pas de débat jusqu'ici. Donc d'après vous, quel est ce Pokémon? Ouais. Sûr? Sûr que c'est pas Kabuto? Il est fort, il est très fort. Effectivement c'est Kabutops, donc le meilleur Pokémon fossile de tous les temps. Alors, avant de passer à ça, donc Pokémon de la première génération issu du fossile Dome, donc qui se transforme en Kabuto, puis en Kabutops. Alors d'après vous, Kabutops, est-ce que c'est un trilobite, une limule, un euryptéride ou une menthe religieuse? Ici? Ouais. Une limule. Une limule? Est-ce que tout le monde est d'accord avec la limule? Ah, quelqu'un qui n'est pas d'accord? Vous auriez dit quoi? Le riz. Mais moi je suis pas Celui-là, ici? Ouais. L'euryptéride? Moi je suis pas d'accord avec ma maman. Moi, Menthe religieuse? Pas trilobite en tout cas. Non. Ah, en tout cas, je suis soulagé, c'est déjà ça. Mais c'est bien la limule, bravo. Effectivement, c'est la limule. Alors en fait, ça tombe bien parce que Kabutops c'est mon Pokémon fossile préféré. Et vu que moi j'aime les trucs moches, la limule est mon Pokémon, oui bien sûr, mon animal préféré. Alors là, vous avez ce à quoi ça ressemble sur le ventre et sur le dos. D'ailleurs, c'est de ça dont s'est inspiré Ridley Scott pour faire les facehuggers dans Alien. D'où les petites ressemblances. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la ressemblance entre Kabutops et la limule. Enfin, tout d'abord, on a ce qu'on appelle le céphalothorax. En gros, ça correspond un peu à la tête et le haut du corps. C'est exactement la même forme. Donc, justement, cette forme de fer à cheval, c'est pour ça que les Anglais l'appellent le crabe fer à cheval. On a aussi ces excroissances sur le côté qu'on trouve chez la limule. Donc l'espèce de protubérance derrière qu'on appelle le telson. Donc ça sert pas du tout, c'est pas un dard, hein, ça n'a rien à voir. Ça sert surtout à l'aider quand elle est sur le dos pour se redresser. Contrairement aux tortues qui restent sur le dos, bon, elles arrivent toujours à se remettre comme il faut, mais elle n'a pas besoin d'aide. Et enfin les pattes qui sont très similaires à celles de la limule, donc avec deux espèces de petites pinces comme ça. Sauf que la limule n'a pas des espèces de grosses peaux, bien sûr Pokémon aussi c'est du design, donc il faut essayer de rendre les Pokémon un minimum attrayants. Donc, si vous regardez Kabuto d'ailleurs, c'est complètement une limule. On a même, donc la limule elle a une particularité, c'est qu'elle a plusieurs yeux, plus que deux en tout cas, et Kabuto, on les retrouve là-dessus, même si la limule en a un peu plus. Alors, et pour la petite histoire, donc la limule elle a deux grosses particularités, c'est déjà elle se reproduit les nuits de pleine lune. Alors c'est romantique, mais bon, c'est pas génial pour se reproduire quoi. Et surtout, son sang est utilisé pour... en fait, il a des propriétés désinfectantes, antibactériennes. Et la mauvaise partie de cette histoire, c'est que souvent, elles sont capturées, on prend leur sang et on les relâche à moitié mortes. Donc, elles meurent dans la nature. Et c'est là un petit peu tout la problématique là-dedans, c'est que certes, on a besoin de son sang,
Mais bah, le fait de les relâcher comme ça, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est compliqué. T'allais dire quelque chose? Alors ouais, le sang bleu. Je peux te faire une intervention, Jamie, si tu veux. Oh, c'était pas prévu, je suis surpris aussi, vas-y. Alors voyez-vous, c'est très simple. Chez nous, nous avons le sang rouge. Le sang rouge, c'est parce que nos cellules transportent l'oxygène avec du fer. Et Toi, en c'est italien s'oxydant... comme ça, là. Comment? Toi, c'est l'italien comme ça. Je sais pas. D'habitude, j'ai des maquettes. Oui, pour ça. Et du coup, en oxydant le fer, ça rouille, ça devient rouge. Donc notre sang est rouge. Mais la limule, elle fait la même chose, mais avec du cuivre. Et c'est ce qui fait que le sang est bleu. Voilà, retransformation. Merci, Jamie. C'est comme en physique-chimie, justement, la cours secondaire. Si jamais il est fort, il est très fort. Bravo. Il manquait plus que lunettes et là je me voyais dans C'est pas sorcier. On m'appelle le Jamie de Witch. Et du coup, pour finir sur la limule c'est un animal qui existe depuis extrêmement longtemps. Alors attention, je vais faire une petite précision après. Les premières limules, elles datent d'il y a 445 millions d'années. Donc bien avant les dinosaures encore et avant tous les animaux qu'on a vus actuellement. Mais attention à ne pas tomber dans le piège, les limules actuelles, ce ne sont pas les mêmes espèces que les limules qu'il y avait avant. Il y a une évolution encore une fois, donc... Mais on peut quand même dire qu'elles ont bien survécu, hein, bien tenaces. Comme le séléphant. Voilà, mais encore une fois, bon bah nous on va arriver et hop, à plus de début. Voilà. Bon, c'était la partie moins drôle de la conférence, après ça va être un peu plus drôle quand même. Hein. En parlant de drôle, hein, un drôle de Pokémon. Ah, je suis drôle, moi? Non, pas toi. Ah mince, Enfin, si t'es drôle, t'es pas tout ça. Alors, quel est ce Pokémon? Sauf Kipou. Sauf Kipou. Je vais pas refaire la blague, hein. Oui, c'est bien Sauf Kipou. Sauf Kipou, c'est un personnage insecto, c'est pas un Pokémon fossile, qui évolue en Samouraï. Alors là, question technique, très technique. De quoi est inspiré Sauf Kipou? Attention. Est-ce que c'est le trilobite, le cloporte, la limule ou le copépode? Non, c'était là, oui, effectivement. Le copépode? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah, Tout le monde n'est pas d'accord. Trilobite. Trilobite. La limule, ok. Comme Capitox. La limule. Le cloport. On a toutes les réponses. En fait, on a bien. tout. C'est bien. Alors, si ça peut vous rassurer. Ah, Le copépode. le copépode. C'était utile cette intervention. Ouais, franchement. Alors, si ça peut vous rassurer, franchement, je la connaissais pas. Je la connaissais pas et on me l'a appris et c'est super intéressant, vous allez voir. C'est le copépode. Bravo. Elle était pas facile ça là. Elle n'était pas facile parce que moi-même je pensais que c'était un trilobite. Et pourquoi c'est pas un trilobite et que c'est un copépode? Alors déjà, il y a une forme de corps assez similaire, mais ça va au-delà de ça. Lorsqu'on regarde par exemple les antennes de Sauf Kipou, on les retrouve sur le copépode. Lorsque l'on regarde évidemment la forme de la tête et du reste du corps de manière générale, on le retrouve aussi un peu chez le copépode, également avec la segmentation du corps et la queue aussi en éventail, voilà, c'est ça. Le copépode, c'est un organisme planctonnaire, parasite, présent dans l'eau de mer en général. Comme vous voyez sur cette petite animation, c'est assez vif, c'est assez rapide. C'est un animal, je crois, qu'on trouve facilement. Je ne sais pas si vous avez des triops chez vous, peut-être que vous en avez déjà fait Dans les boîtes, ouais, dans les boîtes, etc. Moi j'en ai fait quand j'étais jeune et j'en avais plein en fait dedans. Après ils sont tous mangés, mais voilà, c'est un Ne confiez pas votre enfant ou votre... Ouais, bah ça c'est... Non mais il faut pas dire ça. Enfin voilà, c'est pour la petite histoire. Personnellement, moi, c'est monsieur Valuraptor qui me l'a appris, on peut l'applaudir, hein, voilà, franchement, très fort. Parce que moi je m'étais planté, hein. Je disais à tout le monde, ouais bah non c'est un trilobite, hein. Non, ça n'a rien à voir. Et Sauf Kipou, il est comme les copépodes. Ils font ce qu'ils font sur la caméra ici, sur ce que mon stagiaire actuel
a pu me filmer dans le golfe du Morbihan. Les sauves qui poussent, ça se sauve partout aussi dès le moindre danger, très vif, très rapide, et là c'est exactement ce qu'on voit. C'est génial. Et d'où son talent aussi qui lui permet, dès qu'il est en dessous d'un certain stade de point de vie, de partir. Exactement. Merci. Quel est ce Pokémon? Lilia, vous êtes sûr? Oui. Oui, Non, sûr. c'est une fleur. Effectivement, c'est Lilia. Félicitations. J'ai été face. Lilia, donc, de la 3e génération de la région Owen. Ouais, je suis en professeur Seco, j'ai choisi que des Pokémon d'Owen. Voilà. La corporation, hein. Voilà. Owen Corporation. Et donc, voilà, 3e génération. Et également donc issu du fossile racine et qui évolue, se métamorphose en Vassilis. Alors, et de type roche-plante, très important, le type roche-plante. Lilia est inspirée de une plante carnivore, un crinoïde, une anémone mais la fleur, ou une anémone l'animal. Alors on va essayer de faire répondre des gens qui n'ont pas répondu là, peut-être derrière. Là. Anémone la fleur? Non. Oui. Anémone l'animal? C'est non. Là-bas, là-bas. Ouais, là-bas. Le crinoïde, oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. C'est le crinoïde, appelé aussi lys de mer. Alors. Il fait perdre tous mes moyens. Je mets squat, il est drôle. Donc un crinoïde, c'est pas des animaux qui sont très connus, ils font partie d'un groupe qu'on appelle les échinodermes, au même titre que les oursins et les étoiles de mer, c'est des cousins. Et donc en l'occurrence, quand on regarde Lilia et un crinoïde classique, comme ici au centre, vous avez certainement tous les organes anatomiques qui sont présents. Vous avez des bras, vous avez un calice qui forme la tête, vous avez une espèce de grande tige, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une tige, on appelle ça un pédoncule, c'est pas une insulte, d'accord? Et qui est composé de plusieurs entroques qui s'enchevêtrent les uns sur les autres, comme justement sur Lilia qu'on voit bien les petits anneaux. Et enfin, ce qu'on appelle le crampon, vulgairement la racine, qui ancre l'animal sur le fond de l'océan. Mais certains peuvent se mouvoir sur le fond de l'océan aussi. Alors, il y a un petit truc aussi. Les crinoïdes actuels, donc il y en a à peu près 500 espèces. Il y en a, pour la majorité, c'est celle qu'on va voir sur le côté ici. C'est ce qu'on appelle classiquement les comatules, et voilà à quoi elles ressemblent. Il y en a dans le golfe du Morbihan, si jamais vous voulez vous baigner et essayer d'en voir. Et voir des copépodes aussi, du coup. Et voir des copépodes, deux animaux en un. Et donc la comatule, donc c'est un crinoïde qui est non pédonculé, donc sans tige, et qui peut se mouvoir dans l'eau en faisant ce qu'on appelle vulgairement la danse de la comatule. C'est très joli, c'est caliente, mais c'est juste pour nager avec des bras. Alors, petite chose aussi, avant que je laisse la parole pour le dernier Pokémon, les crinoïdes au centre du calice, ils ont deux trous. Ils ont la bouche, forcément, pour manger la nourriture, et ils ont l'anus qui est juste à côté. Alors du coup, je pose la question, est-ce que ce sont vraiment ses yeux à Lilia, ou est-ce que c'est pas autre chose? Question que je laisse en suspens pour ne pas y répondre et éviter de choquer l'âme des enfants. Voilà. Prochain Pokémon. Alors, prochain Pokémon, là on sort encore une fois des Pokémon fossiles, mais c'est là où je vais plus m'éclater. Donc, quel est ce Pokémon? Ouais. Bonne réponse, c'est effectivement Glévodo. Pokémon de la dernière génération, donc à Paldea, de type Dragon Glace. Donc c'est en gros le semi-légendaire de la génération, le gros Pokémon. Et là la question, ça va être la toute dernière. C'est Glévodo, d'après vous, il est inspiré de quoi? Est-ce que c'est un T-Rex, qui est mort, hein, forcément? Est-ce que c'est un Concavenator, qui est mort aussi? Est-ce que c'est un Basilic vert, qui lui est encore vivant? Ou est-ce que c'est Godzilla? Bon, lui on sait pas trop. Edouard, je pensais que c'était un mammouth. Regardez. Du coup, derrière. Godzilla. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a plusieurs réponses, ça je vous l'avais pas dit. Donc on garde Godzilla ici, derrière. Le Concavenator, d'autres réponses? C'est la même réponse. Le basilic vert. Basilic vert? Personne pour le T-Rex? Non, il n'y a pas le même truc. Si? Ah, ok. Alors, il y a deux gagnants.
Donc ça tombe bien parce que vous avez donné toutes les bonnes réponses, forcément. C'est le Concavenator et Godzilla. Donc déjà bravo, hein, parce que c'est pas forcément flagrant au premier abord. Surtout que le Concavenator, c'est un peu un dinosaure que certainement personne ne connaît. Qui connaissait le Concavenator avant de venir ici? Ça cause des potes. Ah quand même, ok. Bon, on a toute clarité quand même. Fan de nous. Qui connaissait Godzilla? Ah, quand même. Ok, un bon public. Godzilla, bah oui. Mais on va garder Godzilla pour la fin. Alors donc, de son vrai nom, Concavenator Corcovatus, aussi appelé Conca chez nous. Et ben en fait, il y a eu une publication, donc en 2010, pour parler de ce dinosaure. Et il a une particularité assez incroyable, c'est qu'il a cette espèce de petite bosse sur le dos comme ça. Donc ça date de 2010 et il vient d'Espagne. Donc c'est marrant, Paldea, Espagne. La région de Paldea est inspirée de l'Espagne. Coïncidence? Je ne pense pas. Oui, on va aller voir deux secondes. Et là, il y en a peut-être qui se sont dit, c'est marrant, il ressemble vachement au Spinosaure. Qui trouve qu'il ressemble au Spinosaure? Bon, en effet, il faut arrêter. Et bah, même si vous le pensez pas, c'est pas un Spinosaure, voilà, c'est pas du tout la même famille, c'est totalement à part, donc c'est des Carcharodontosaures, un autre type de dinosaure. C'est pas du tout la même tête, lui il mangeait pas de poisson, et la voile on la retrouve chez d'autres dinosaures, ou même chez d'autres animaux, le Dimetrodon par exemple, qui n'est pas un dinosaure, il avait une voile. Donc là c'est pas tout à fait une voile en plus, donc c'est encore un peu différent. Le basilitaire aussi, qu'on a vu sur l'image tout à l'heure, a une voile. Effectivement. En tout cas. Effectivement. Et donc, quel point commun on a entre Glevodo et le Concavenator? Et bien tout d'abord, donc cette fameuse bosse dans le dos qui est représentée ici chez Glevodo par une sorte de hache. Et ça, c'est peut-être passé inaperçu chez certains. Donc, Tu écoutes pour moi. il y en a peut-être qui se sont demandé pourquoi Glevodo il a des espèces de trucs rouges moches là. Et bien en fait, oui, c'est moche, ça reste moche, mais ça vient du Concavenator chez qui on a trouvé des marques d'imbrication de protoplumes ici, donc de semblant de plumes. C'est pour ça que Glevodo aurait ces espèces de trucs rouges sur les mains. Alors là, on va rigoler. Parce que j'aime énormément Godzilla. Hein. Et là, on peut se demander, alors oui, certes, il ressemble vachement à Godzilla, mais pourquoi? Alors, pour ça, je vais vous parler un peu de Godzilla. C'est donc un monstre qui est très connu. Notamment, il y a eu un film qui est sorti, le film américain. Il y en a qui ont bien aimé ou pas? Ok, bon, ça va. Moi, j'ai pas aimé. Mais au moins, le film a le mérite d'exister. Donc, Godzilla, en fait, il est bien plus ancien que ça. Il date de 1954. De base, c'est un monstre japonais. Donc là, vous avez la première affiche du film qui avait été réalisée par Ishiro Honda, un très grand réalisateur japonais. Il a connu plein de suites et il est né d'une idée donc de quelqu'un qui s'appelle Tomoyuki Tanaka, et il voulait réaliser un film de monstre parce qu'il y avait déjà eu un Français qui avait réalisé un film de monstre avant, donc le monstre des temps perdus, et il fallait un pitch de base pour pouvoir lancer ça. Et donc en 1945 il s'est passé quelque chose pour le Japon, donc le Japon était en guerre lors de la Seconde Guerre et les Américains ont choisi de lancer 2 bombes nucléaires, donc les 6 et 9 août 1945, sur les villes de Nagasaki et Hiroshima. Et ça a été un vrai traumatisme pour les Japonais, encore aujourd'hui d'ailleurs, et ils ont décidé de transmettre cette peur du nucléaire à travers Godzilla, car Godzilla est un monstre radioactif. Donc il a la possibilité de cracher des souffles radioactifs. Et Godzilla, il a quand même une survie assez importante, c'est la série de films la plus longue de l'histoire du cinéma. Encore une fois, ça montre bien que c'est le meilleur monstre de tous les temps. Et alors, outre les films américains, il y a un très bon film qui est sorti l'année dernière, donc Godzilla Minus One. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ou pas? Alors je vous le conseille, là il est sorti justement en version numérique. Ouais, très bien. Il vient de sortir sur Prime Prime Video, ouais. Et ça en vaut le détour. C'est une très bonne revisite du monstre original. Enfin, si vous voulez pas voir un type en costume des années 50 et que vous voulez voir un peu l'effet que ça fait pour l'époque, maintenant, dans notre psyché en fait, c'est une très bonne découverte honnêtement. Alors par contre, c'est pas comme les films américains, n'emmenez pas les enfants, parce que c'est quand même assez hardcore des fois dans le film, mais un des meilleurs films de tous les temps, sans aucun doute. C'est tout à fait objectif. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a un film qui est sorti en 1971, qui est un de mes films préférés de Godzilla aussi, c'est Godzilla vs Hedorah, où Godzilla affronte un monstre qui est né de la pollution. Et dans ce film, alors il y en a peut-être qui ont déjà vu ce gif là,
ou ce GIF, comme vous voulez, moi je dis GIF. On s'entraîne sur Discord, quoi. Ouais, donc on traîne trop sur Discord, effectivement, et qu'on s'envoie des trucs à minuit, 1h du matin, on trouve des gifs de Godzilla qui soufflent comme ça, donc qui s'envolent grâce à son souffle atomique. Et ça tombe bien, car Glevodo, il a une attaque qui s'appelle Charge Glaive. Et si vous regardez bien et que moi je retourne le gif, en fait c'est exactement la même posture. Sauf que lui il utilise son souffle glacé pour se projeter. Et en plus c'est pratiquement la même chose, donc, il utilise juste son glaive comme arme. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment extrêmement bien, car là le Japon se fait complètement une auto-référence. Parce que vraiment Godzilla c'est une sorte de religion au Japon. C'est un film extrêmement important et qui est très sacré. C'est pour ça que quand les Américains ont fait des films un peu moins bons, les Japonais ont très mal réagi et ils sont empressés de faire d'autres films qui sont d'une autre qualité. Donc voilà, Godzilla et Glevodo sont bien pratiquement une et même personne, même si un vient du Japon et l'autre vient de l'Espagne. Peut-être qu'un jour on aura un Godzilla espagnol. Ça là, voilà. Mais voilà. Et si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai fait un petit short justement sur Glevodo et sur son attaque, que vous pouvez retrouver avec un peu plus de compléments et de contexte sur Godzilla. Et voilà, donc il a deux origines, c'est le seul qui avait deux origines. Et on va le garder pour la fin, comme ça, de l'eau, et ça permet d'avoir un peu plus de gagnants. Sur ce, on vous remercie de votre attention. Mais avant ça, avant de vous parler un peu de nous, on voudrait parler aussi de quelqu'un donc qui est sur le stand juste là-bas. Donc Thunderpen Princess juste là-bas qui nous a permis d'avoir ces magnifiques pins. Donc Coraidon, le meilleur légendaire de la dernière génération, Lugia, le meilleur de la deuxième, Rayquaza, bon voilà, et Groudon, le meilleur de la troisième. Voilà, donc si vous voulez aller la voir, elle fait des très beaux pins, je pense qu'on peut l'applaudir aussi s'il vous plaît. Vraiment, c'est un bon travail. Des personnes très gentilles en plus. Bon par contre, il y a plus vers là. On peut applaudir également vous, parce que pour votre participation, votre enthousiasme et puis votre énergie, franchement ça fait beaucoup plaisir, vous êtes très réactifs, vous êtes très curieux, merci beaucoup. Et puis on peut s'applaudir nous. Merci. Il voulait juste qu'on applaudisse lui en fait. Mais... Et donc on va peut-être se présenter un petit peu en tant qu'association. Donc on est des membres de la Palosphère, qui est une association à but non lucratif de vulgarisation en paléontologie, dont je suis secrétaire, Valoraptor est l'ancien président, et Edouard est chargé de communication Instagram. Donc si vous voyez des choses sur Instagram, c'est lui qui gère. Et nous on fait la paperasse, c'est moins drôle. Et Twitter de mon côté aussi. Et Twitter, ouais. Mais on participe aux événements et ça c'est cool. Donc on est plusieurs membres, donc il y a des vidéastes, donc on est tous les trois vidéastes, il y a aussi des paléo-artistes, qui font des très beaux dessins, pas que, ils font des sculptures aussi, il y a plein de choses, des blogueurs et des gens qui font des BD, des livres, etc. Donc vous pouvez nous retrouver sur différents réseaux sociaux, donc Twitter, j'aime pas dire X, Twitter c'est mieux, je dis toujours Twitter aussi. Voilà, donc désolé Elon Musk. Facebook, Instagram, YouTube et Discord si vous voulez avoir des gifs de Godzilla à 1h du matin, c'est ici que ça se passe. Vraiment, c'est très très cool. Donc si vous voulez parler un petit peu de paléontologie, en plus vous avez le QR code avec le dinosaure de Google. C'est très à propos. C'est vrai, on reste dans le thème jusqu'au bout nous en plus. Hein. Donc c'est Valoraptor qui l'a fait ce petit QR code. On peut l'applaudir pour le QR code si vous voulez. C'est Google Chrome qui a sorti le travail. Est-ce qu'on peut m'applaudir pour avoir dit Twitter à la place de X aussi si vous voulez? On peut applaudir Edouard pour ses magnifiques cheveux. Ah non, pas Alors je tenais aussi à ce qu'on remercie également. Bien sûr. C'est évidemment Xavier Noël pour cette invitation pour cette année. C'est notre premier Pokémon Festival. Hein. Pokémon, pardon, excusez-moi. Désolé, on n'est pas d'ici. Voilà, désolé pour l'accent. Donc on remercie Xavier Noël avant tout. On remercie évidemment tout le staff et les bénévoles de l'événement. Notamment la régie, juste ici. La régie, on peut les applaudir aussi. On remercie également tous les exposants d'être ici et tous les visiteurs évidemment. Vous êtes tous adorables, c'est vraiment un super événement. Merci beaucoup, merci à tous.